bonsoir. Votre serviteur, Moussa Fassadi, secrétaire national en charge de la justice à l'UDI, en binôme avec mon ami Anis. Tout de suite, on va attaquer un sujet très complexe, très difficile, parce qu'il s'agit du projet de loi justice. C'est un texte hétérogène, tentaculaire, qui couvre de nombreux domaines du droit, de la procédure civile, du droit pénal, de la procédure pénale, et également l'organisation territoriale judiciaire. Et dans chacun de ces domaines, de nombreuses dispositions sont concernées et on a du mal à s'y retrouver. Il faut le dire, combien même sont juristes. Donc il y a aussi une technicité à avoir pour comprendre. Il y a des enjeux donc très importants à plusieurs niveaux. La garde des Sceaux dit il y a un changement des temps, un changement de société, il faut moderniser, il faut innover, et cela passe par la digitalisation, la numérisation, les plateformes, et ses opposants ou ceux qui critiquent ce projet de loi disent, certes, mais attention, ne déshumanisons pas la justice, ne brisons pas le lien existant entre le magistrat et le justiciable, et les conséquences peuvent être préjudiciables pour notre société, parce que l'institution judiciaire incarne une fonction de garant des droits et des libertés dans notre société. Elle participe au fonctionnement de la démocratie et puis aux liens civiques, aux liens politiques. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à M. François Zocchetto, qui est maire de Laval, qui a été sénateur et qui co-préside avec Sophie Joissin cette table ronde, et deux magistrats, des représentants des syndicats de magistrats sont présents avec nous ce soir, leur succéderont. Vous allez exprimer votre point de vue et le débat sera engagé. Bonsoir. Le gouvernement a donc décidé de déposer devant le Parlement un texte de réforme de la justice. Alors certains pourraient se dire encore une nouvelle réforme, parce qu'il est vrai que quasiment chaque gouvernement a la tentation et le fait de déposer une réforme. Il y a un consensus pour dire qu'il faut réformer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde de la justice, et chacun sait à quel point la justice est un des fondements de notre démocratie. Puis le monde dans lequel nous vivons évolue. Donc il n'est pas anormal que le service de la justice, l'autorité judiciaire, évolue aussi. Le gouvernement propose d'augmenter de 4% par an les crédits alloués à la justice. C'est une bonne démarche qui devrait permettre de créer, à l'horizon 2022, environ 6500 emplois. Mais déjà, d'emblée, tout le monde dit à peu près ce n'est pas suffisant, parce qu'on part de très bas. On part d'un budget de l'ordre de 7 milliards, un peu plus de 7 milliards d'euros, et c'est au minimum, disent notamment les sénateurs, de 5% par an qu'il faudrait augmenter le budget. Ça, c'est pour cadrer les lignes de la réforme. Lorsqu'on regarde ce texte de plus près, on s'aperçoit en effet qu'il est, vous avez dit tentaculaire, en tout cas qu'il s'intéresse à beaucoup de choses. En premier lieu, il y a l'organisation de la justice, avec le souhait du gouvernement de supprimer les tribunaux d'instance et de les fusionner avec le tribunal de grande instance. Là aussi, de nombreuses voix, en particulier parmi les professionnels de la justice, se sont élevées pour dire que c'était une mauvaise idée, parce que les tribunaux d'instance fonctionnent plutôt bien. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Le gouvernement souhaite aussi alléger, en tout cas transformer beaucoup d'éléments de la procédure du droit civil, soit en n'ayant plus recours à des juges pour certains actes, certaines décisions qui concernent les personnes dans leur vie quotidienne, et aussi en recourant à d'autres prestataires tels que des sociétés de services en ligne pour favoriser
la résolution en ligne des contentieux. Est-ce possible? Je pense qu'on va devoir répondre à cette question. En matière pénale, sujet évidemment sensible, puisque nous sommes dans un pays qui est très attaché au respect des équilibres entre la nécessité de poursuivre la délinquance et aussi le respect des libertés individuelles et des libertés publiques. Il est envisagé un certain nombre de changements, tels que l'accroissement, j'allais dire une fois de plus, mais des pouvoirs des procureurs, des membres du parquet, et donc le corollaire, c'est l'allègement des droits des mises en cause, en tout cas c'est ce que disent certains, et la moindre place du juge, en particulier du juge des libertés et de la détention, dans la procédure pénale. Le gouvernement a souhaité aussi lancer un nouveau mode de comparution devant le tribunal, c'est la création de la procédure de comparution différée. Alors là, le Sénat a dit non lors de l'examen du texte, puisqu'il faut rappeler que nous sommes à mi-chemin de l'examen du texte. Le Sénat, là, a terminé son travail, il a profondément modifié le texte, et ce texte est reparti depuis cette semaine à l'Assemblée nationale. Et la garde des Sceaux a bien sûr dit d'emblée qu'elle voulait revenir au texte d'origine qu'elle avait déposé. Nous pourrons aussi parler éventuellement du tribunal criminel départemental, sur lequel, là, il y a un certain consensus. D'ailleurs, il s'agit de proposer à titre expérimental dans plusieurs départements qu'un certain nombre de crimes, notamment beaucoup de crimes à caractère sexuel, puissent être jugés plus rapidement et certains disent plus efficacement par une formation de 5 magistrats professionnels, alors qu'aujourd'hui, chacun sait que ces dossiers sont suivis par la cour d'assises. Je n'évoque bien sûr, à ce stade de nos débats, que quelques points, puisque nos invités, responsables, Madame la Présidente du syndicat de la magistrature, Monsieur le Secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats, vont rentrer plus dans le sujet. Alors, sans plus tarder, je rappellerai que vous êtes maire de Laval, et bien entendu, on aimerait connaître votre point de vue en tant qu'élu local sur cette réforme territoriale judiciaire. Pour le moment, je vais donner la parole tout à l'heure. Il faut garder cette question. Elle me paraît importante. Et donc, je vais donner la parole à Katia Dutreuil. C'est d'abord M. Jacques Poulan, qui est secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats, USM. Oui, merci. Effectivement, malgré les efforts budgétaires qui sont intervenus depuis quelques années, la justice continue de souffrir de décennies où, clairement, elle n'a pas été la priorité des gouvernements successifs. Pourtant, le recours à la justice est devenu toujours plus nécessaire. Il y a un besoin de justice dans la société. Et puis, des lois se sont succédées pour accroître le recours aux juges. Tout ça sans augmenter les moyens, sans mettre les moyens en adéquation avec les besoins de justice. Alors, ça a conduit évidemment à un engorgement de la justice, nous en faisons tous le constat, on peut même parler de thrombose. Et le premier garde des Sceaux à avoir mis des mots forts sur cette situation, c'est M. Roas, qui n'est pas resté longtemps garde des Sceaux, mais qui a fait le constat de la faillite du système judiciaire par le manque de moyens. Alors il a laissé à ses successeurs une sorte de lettre de route dans laquelle il appelait de ses voeux une loi de programmation, en disant qu'il fallait surtout pas perdre de temps. Il préconisait même que ce soit dès le second semestre 2017 que cette loi puisse entrer en vigueur. Et finalement, c'est reprenant cette idée que nous avons à faire face là à une loi de programmation et puis une réforme qui est globale, puisqu'elle touche, comme vous l'avez indiqué, l'ensemble des domaines de la justice. Ce qu'on constate déjà, c'est que cette loi de programmation, alors,
moi je ne vais pas me prononcer sur les chiffres entre ce que l'estimation du Sénat, l'estimation du gouvernement et peut-être ce qu'en pensera l'Assemblée nationale. Mais une chose est sûre, c'est que déjà on a pris du retard par rapport aux souhaits qu'avait formé M. Roy, ce qui était de dire qu'il fallait une loi de programmation qui entre en vigueur dès 2018. Nous sommes bientôt à la fin de l'année 2018 et le texte n'est pas abouti, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors sur ce projet, il y a beaucoup à dire. Et le premier point sur lequel on peut déjà discuter, c'est que manifestement le gouvernement souhaite dissuader le justiciable d'avoir recours au juge. Ça, c'est déjà la première difficulté, car plutôt que de donner les moyens à la justice de fonctionner, eh bien, il s'agit de décourager le justiciable de saisir son juge. Alors, on en a de multiples exemples. L'un des exemples en matière de procédure civile, c'est de rendre obligatoire une tentative de résolution amiable des différends avant de pouvoir saisir le juge. Ça, c'est une disposition qui avait déjà été évoquée en ce qui concerne les affaires les moins importantes, hein, de moins de 4 000 € dans ce qu'on avait appelé le projet de loi sur le XXIe siècle, qui est entré en vigueur, mais est entré en vigueur à la fin de l'année 2016. On n'a même pas mesuré, on n'a même pas fait le bilan de l'application de cette loi, qu'on va généraliser, qu'on veut généraliser ce mode de résolution. Ça nous paraît être une mauvaise chose, car d'abord ça a un coût, et puis il s'agit de dissuader le plus possible le recours au juge. Il y en a d'autres exemples qui sont aussi choquants. C'est par exemple de permettre au directeur de la caisse d'allocation familiale de procéder à la révision des pensions alimentaires. S'il y a bien un domaine où c'est au juge de trancher, parce qu'il y a un litige, et que quand il y a un litige entre deux personnes, c'est au juge de trancher, c'est pas à une personne privée, quelles que soient ses compétences, de trancher ce genre de litige. En contrepartie, parce que là aussi le législateur essaie de retirer un certain nombre de tâches aux juges, mais sans véritable cohérence en matière de divorce, eh bien, on veut supprimer la phase de conciliation, alors que par ailleurs, on veut la rendre obligatoire. Or, en matière de divorce, la phase de conciliation est essentielle. Ça permet aux justiciables de voir le juge, d'aborder les problèmes, notamment en présence d'enfants, qui va pouvoir attirer l'attention des uns et des autres sur les conséquences du divorce. Alors, voilà quelques exemples qui posent difficulté. En procédure civile aussi, parce qu'il y a une autre matière qui est extrêmement choquante et à laquelle nous sommes tout à fait opposés, c'est de créer une sorte de juridiction nationale pour les injonctions de payer. Les injonctions de payer, c'est lorsque un créancier estime qu'il lui est dû une somme donnée, eh bien il va présenter par une procédure simplifiée au juge une requête en injonction de payer. Le juge valide l'injonction de payer après avoir fait des vérifications, et notamment en matière de droit de la consommation, il y a un rôle important du juge, et en l'occurrence c'est le juge des tutelles, le juge d'instance, qui est le juge de la protection des plus démunis, qui procède à ce contrôle. Eh bien, il y a énormément, comme vous pouvez l'imaginer, de requêtes en injonction de payer. Eh bien, le législateur prévoit de créer une juridiction nationale qui serait essentiellement numérisée. Ce seraient des ordinateurs qui traiteraient tout ça, avec quelques greffiers, et puis sur le plan national, on parle de 4 juges sur le plan national. Il est évident qu'il n'y aura pas le contrôle, a priori, qu'exercent actuellement les juges d'instance sur ces domaines-là. Et ça pose problème parce qu'au niveau européen, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu, à la fin du mois de septembre 2018, hein, c'était le 20 septembre 2018, une décision qui concernait la République de Slovaquie, mais c'était sur le même domaine, où précisément il a été dit qu'il faut qu'il y ait un juge qui intervienne à un moment ou à un autre. Si ce n'est pas au moment de prendre la décision, c'est au moment de l'exécution. Eh bien, si on reporte à l'exécution
le contrôle qui doit être effectué par le juge, eh bien, on ne fera pas gagner de temps ni de moyens à la justice pour ce projet-là. Et ça, c'est un des domaines qui est tout à fait critiquable dans le projet qui nous est soumis. Ça, c'est en matière civile. Sur le plan territorial, le gouvernement ne cesse de répéter, avant même d'ailleurs que les réflexions aient commencé, et c'était d'ailleurs dans le projet du candidat qui est devenu président de la République, qu'il ne s'agirait en aucun cas de fermer des lieux de justice, mais éventuellement de fermer des juridictions. Et il nous a été répété qu'il n'était pas question de fermer des lieux de justice. Sauf que le texte tel qu'il est fait là, eh bien, permet, dans quelque temps, de procéder à des fermetures, parce qu'on peut vider de leur substance certaines juridictions, et puis après, ce sera une coquille vide qui sera plus facile de fermer. C'est vrai que dans un premier temps, il n'y aura pas de fermeture de lieux de justice, mais à moyen terme ou à plus long terme, la chose n'est pas garantie, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la suppression ou la fusion du tribunal d'instance en tribunal de grande instance, elle pose problème parce que le tribunal d'instance est la juridiction qui fonctionne actuellement le mieux en France. Donc on commence par supprimer ce qui fonctionne le mieux, simplement parce qu'on veut, permettez-moi l'expression, pomper les moyens qui sont actuellement au tribunal d'instance pour les reverser dans d'autres juridictions, qu'on peut appeler grande instance ou première instance. Mais surtout, c'est pour donner un appel d'air par ceux qui fonctionnent bien au profit de ce qui ne fonctionne pas bien. Or, la fonction de juge d'instance nécessite une compétence particulière qui va avec une formation que les juges d'instance reçoivent, et puis aussi une appétence sur la protection des plus démunis, des personnes les plus vulnérables, le droit de la consommation, les problèmes de baux d'habitation, d'expulsion, tout ce domaine-là, protection des plus vulnérables, les personnes sous tutelle ou sous curatelle, tout cet ensemble de compétences a une certaine cohérence, et cette cohérence, eh bien, le projet tend à la supprimer. Il est vrai que dans un deuxième temps, le gouvernement, après que les organisations syndicales de magistrats, presque tout ensemble, ont protesté sur cette réforme, le gouvernement a fini par dire qu'effectivement, la fonction de... Alors, on va l'appeler de juge de protection, quel que soit son nom, ce qui importe, c'est que cette fonction subsiste. Donc, c'est un moindre mal que cet amendement qui est proposé par le gouvernement, mais qui n'avait pas été présenté devant le Sénat. Donc, alors voilà, en tout cas, pour lancer le débat, il y a d'autres sujets, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Et donc, il y a les autres matières qu'on pourrait évoquer ultérieurement. Déjà, les sujets que vous avez évoqués, il y a de la matière. Il y a de la matière, parce que j'imagine que ceux qui ne sont pas juristes, qui ne sont pas magistrats, avocats, ils se perdent vite. Alors, c'est pourquoi je voudrais demander à Sophie Joissains, qui a participé au Sénat à la discussion sur ce projet de loi, et qui a entendu, elle-même, s'est exprimée, quelles étaient les réponses de Madame la garde des Sceaux par rapport à certains de ces points qui sont soulevés, l'injonction de payer, la suppression de l'audience de conciliation dans les procédures de divorce, la fixation des pensions alimentaires par le directeur de la CAF. Voilà, des réponses sur ces différents points. Merci. Bonjour, Sophie Joissains, sénateur des Bouches-du-Rhône. Oui, moi j'avoue que je me suis abstenue sur le texte parce que j'aurais voté contre le texte du gouvernement. Il y avait énormément d'avancées au niveau du texte de la commission, mais certains problèmes ne m'apparaissaient pas non plus totalement réglés. Et notamment la formation, par exemple, à juge unique au tribunal correctionnel, qui va pouvoir... Enfin, le juge unique est quand même un juge beaucoup plus fragilisé que lorsqu'il est en formation collégiale, parce qu'on connaît la surcharge qui est celle des juges d'instruction, qui vont avoir 20, 30 affaires à juger dans la journée.
Et la collégialité est là une garantie d'impartialité. Il y a une concertation, il y a un ajustement naturel qui se fait, et il est vrai que le gouvernement a prévu beaucoup plus de délits qui soient jugés avec cette formation, 170 je crois, le Sénat un peu plus, mais le gouvernement a prévu aussi que l'appel se fasse en formation à juge unique, alors que le Sénat, lui, a prévu que la chambre d'accusation est évidemment une formation collégiale. Ça, c'est un des exemples qui fait que je n'ai pas voté effectivement ce texte. Dans le même temps, c'est un texte qui a été bâti avec un prisme qui me paraît à moi, en tout cas, principalement économique. On a rajouté effectivement des crédits à la justice, mais la justice en France est très mal placée au niveau européen. Je crois que la France est à la 24e position du Conseil de l'Europe en la matière, ce qui est quand même, je pense, assez catastrophique pour le pays des droits de l'homme, parce que la justice est le pilier sur lequel se basent ces droits. Et puis dans cette course à l'économie, a négligé, à mon sens, largement le droit des justiciables, et notamment celui des plus modestes. On le voit notamment avec le traitement d'Internet par la justice. D'un coup, on va avoir des règlements amiables, et la loi porte vers ces règlements amiables. Notre représentant, l'USM, l'a bien décrit à l'instant. Mais ces règlements amiables, devant se faire de manière numérique, vont rencontrer évidemment une partie de la population qui ne pourra pas s'en servir. De plus, parce qu'il y a quand même un illettrisme numérique en France qui est très important, et notamment dans les catégories les plus populaires. De surcroît, ces règlements amiables pourront se faire de manière concurrentielle, mais sans qu'il y ait de barrières, notamment au niveau de la formation des officines qui pourront opérer ces règlements amiables. Ce qui signifie, et une sénatrice PS d'ailleurs l'a dit, et nous avons tous été d'accord unanimement dans l'hémicycle avec elle, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des tas de gourous, des tas de charlatans qui se présenteront comme ceux pouvant régler les litiges amiables et qui en fait seront des escrocs patentés finalement. Donc la justice est en train de devenir à deux vitesses. Et puis il y a une certaine illusion, je trouve, dans ce texte, encore une fois, concernant la réalité des choses. Moi j'ai été adjointe à la politique de la ville pendant de nombreuses années sur Aix-en-Provence, et je vois bien que dans les commissariats surchargés, au moment de prendre les plaintes, bien souvent, comme elles sont très nombreuses, qu'elles reviennent fréquemment avec les mêmes thématiques, les mêmes personnes, qu'on n'arrive pas à inculper, ou tout simplement qui rentrent en détention, qui en ressortent, il y a une lassitude, notamment avec le manque d'effectifs des policiers, et les personnes attendent souvent vainement, assises sur une chaise, qu'on veuille bien prendre leur plainte. Or, il est certain que si demain le dépôt de plainte en ligne est possible pour les crimes et les délits contre les personnes, eh bien ce sont les premiers qui ne pourront pas déposer plainte. Parce qu'il y aura, non pas parce que ça sera pas permis par la loi ou interdit par elle, mais tout simplement parce que la réalité fera que ces personnes seront défavorisées. Voilà. Donc ça, je trouve qu'il y a une cécité de la part du gouvernement sur ces questions-là, sur la justice des plus démunis. Enfin, concernant le parquet, et cela ne concerne absolument pas les membres formant ce parquet, bien entendu, qui sont évidemment des magistrats tout à fait honorables, concernant le parquet qui est tout de même non indépendant en France, la France a été condamnée 2 fois par la Cour de justice européenne à cet égard, c'est l'article 65 de la Constitution. Eh bien, il se trouve que le texte accroît terriblement les pouvoirs de ce parquet, du procureur de la République, comparé à ceux du juge d'instruction qui se trouvent un petit peu relégués. Alors, du moins, cela a été mon sentiment pendant l'étude du texte. Aujourd'hui, un procureur peut déclencher, si une personne est soupçonnée d'avoir commis un délit de 3 ans, puni de 3 ans d'emprisonnement, un procureur peut déclencher, et pendant 24 heures, sans contrôle, puisque le JLD, le juge des libertés de la détention, ne pourra intervenir que ce laps de temps passé, sachant qu'en pratique, le JLD n'a pas de cabinet et qu'il est très souvent mesuré dans ses actions, justement par manque de moyens. Eh bien, le procureur de la République pourra déclencher une enquête dont les moyens techniques étaient jusqu'alors
réservé à la criminalité organisée et aux terroristes. Et cela pour des personnes soupçonnées d'avoir commis un délit de 3 ans d'emprisonnement. Ça me semble être un petit peu une massue pour écraser une mouche. Et surtout, je pense qu'il y a là un manque de discernement et qu'il y a une révision peut-être de l'échelle des peines qui aurait dû être faite et qui n'a pas été faite par le texte. Alors, pour synthétiser, oui, un prisme économique majeur dans ce texte, alors que la justice est quand même un pilier de la démocratie, c'est la défense du faible contre le fort, c'est la défense de la veuve et de l'orphelin, et je trouve qu'il n'y a pas du tout cette inspiration-là dans ce texte, que c'est bien dommageable, parce qu'aujourd'hui on a besoin de justice, et effectivement, le fait, encore une fois, que les plus démunis soient malmenés, notamment encore par la déjudiciarisation, puisque ce sont des notaires, des présidents de caisses d'allocation familiale qui vont traiter des problèmes autrefois dévolus à la justice, eh bien, en tout cas, pour ce qui concerne les actes de possession d'État, les problèmes de PMA, le notaire fera évidemment payer ses actes. Alors je n'ai rien contre une certaine déjudiciarisation, mais j'ai tout lorsqu'elle diminue les droits du justiciable. Et aujourd'hui, 75 €, c'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais pour d'autres, ça grève un budget. Et il y a des tas de gens qui vont aujourd'hui se passer de justice, alors que c'est peut-être ceux qui en auraient le plus besoin. Très bien. Merci Sophie. Je salue la présence de Sophie Oconi, notre députée. Tu entends Sophie, hein? Ouh là là. Que des Sophie, j'espère qu'il y a des dispositions intéressantes dans ce... Ah oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Oui. Merci. Oui, sur effectivement le tribunal unique. Le tribunal unique, moi, il me gêne encore une fois, comme le disait le représentant de l'USN tout à l'heure, parce que ce sont encore une fois les personnes des territoires les plus éloignés, les moins bien desservis, c'est-à-dire les campagnes, qui vont en faire les frais. Parce qu'évidemment, on ne ferme pas de lieu de justice, sauf que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, c'est bien évidemment ce qui va se passer, parce que ce sera beaucoup plus facile de fermer une chambre qu'une juridiction à part entière. Merci. Très bien. Ok. Maintenant, je vais donner la parole à Katia Dutreuil, présidente du syndicat de la magistrature. Je pense que vous également, vous avez beaucoup de choses à nous dire et de pas bien dans ce texte de loi. Effectivement, on est extrêmement opposé à ce texte. Je partage le constat qui a été posé aussi bien par mon collègue que par vous, madame, sur le fait que cette loi est une loi de rationnement, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas donner les moyens à la justice pour pouvoir fonctionner correctement, parce qu'on part de très loin par rapport aux moyens qui peuvent être donnés dans d'autres pays européens comparables aux nôtres. C'est pour cette raison-là qu'effectivement, on met en place un certain nombre de dispositions qui vont permettre de couper finalement l'accès des justiciables à la justice et puis aussi de gérer un certain nombre de flux de contentieux de manière un peu automatisée, automatique, avec une intervention du juge beaucoup moins importante, ou bien sans audience, ou bien avec des procédures simplifiées qui ne passeront même plus par le juge. Je pense là aussi au contentieux pénal. Nous ne sommes pas les seuls, parce que mon collègue s'est exprimé, nous sommes magistrats et nous sommes des syndicats de magistrats, mais c'est un constat qui est totalement unanime parmi les professionnels de justice. Je ne crois pas que vous pourrez trouver des professions dans lesquelles on vous dira que ce projet de loi est une bonne nouvelle pour le fonctionnement de la justice. Nous avons un mouvement qui est prévu d'ailleurs encore le 15 novembre prochain, qui est interprofessionnel avec les avocats, les organisations professionnelles d'avocats, des syndicats de greffiers, des syndicats d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, des syndicats de conseillers d'insertion et de probation, des syndicats de magistrats. Donc on est absolument unanime et on a vraiment ici une cécité totale du gouvernement avec depuis le départ, depuis 1 an, une absence totale de réelle concertation, une volonté d'avancer dans la voie qui était prévue depuis le départ, et un discours qui a été d'abord, celui de la ministre, qui était d'abord de dire on ne comprend pas, donc que les professionnels ne comprenaient pas le projet qui était présenté. Donc ça a duré pendant des mois et des mois, on ne comprenait pas, on est avocat, on est magistrat, mais en fait on n'était pas capable de comprendre. Et puis aujourd'hui c'est en train de se modifier un peu, donc ce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale notamment, à la commission des lois, c'est que finalement les professionnels défendaient des intérêts catégoriels.
Donc je voudrais bien savoir quel est l'intérêt catégoriel commun entre les magistrats, les avocats, les greffiers, les éducateurs, etc. etc. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois simplement que tous les professionnels de justice ont à cœur de rendre la justice dans des conditions qui apaisent les tensions qui peuvent exister dans la collectivité, et que si la justice n'est plus en mesure de jouer ce rôle-là, on perd le sens de nos fonctions les uns et les autres. Donc je suis bien sûr d'accord avec ce qui a été dit par mon collègue sur les différentes mesures qu'il a citées, nous les combattons également. Pour donner un exemple très concret de ce que ça va produire, par exemple, la suppression du tribunal d'instance, cette juridiction qui est peu coûteuse, qui traite les contentieux dans un délai très raisonnable, de l'ordre de 5 à 6 mois, qui est animée par des magistrats qui ont un greffe dédié pour rendre les décisions, donc une juridiction qui fonctionne bien. Pour le moment, quand une personne avait un contentieux, un litige d'une valeur inférieure à 10 000 € ou un litige en matière de surendettement, droit de la consommation, saisie des rémunérations, etc., cette personne-là se présente devant le greffe du tribunal, avec ses petits pieds, elle se rend au tribunal, elle explique son problème, on lui donne accès à une audience avec un juge qui est une personne physique en face d'elle, elle explique avec ses mots son problème, éventuellement elle sort son sac plastique avec ses pièces dedans, elle les donne au juge et le juge va dégager la règle de droit qui est applicable et va pouvoir rendre une décision dans laquelle il va faire appliquer un principe aussi, un ordre public de protection, c'est-à-dire que, par exemple, quand une personne physique se retrouve face à un organisme de crédit ou à une société, qu'il est dans une situation effectivement en difficulté pour se défendre, même s'il n'a pas d'avocat et qu'il n'a pas les moyens de se payer un avocat, eh bien, le juge va effectivement appliquer la règle de droit qui protège éventuellement les plus démunis. Voilà ce qui se passe actuellement et ça fonctionne très bien. Ce qui va se passer demain, c'est que la même personne va être censée, depuis son ordinateur, saisir le tribunal, expliquer par le biais d'un logiciel ses prétentions, les formuler en droit, et bien évidemment, il y a un grand nombre de personnes qui ne seront pas du tout en mesure de le faire et qui renonceront à saisir la justice et à faire valoir leur droit. Voilà ce que va produire ce projet. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais c'est un exemple qui me semble parlant et qui symbolise très bien ce que va produire cette réforme de la justice sur le plan civil. Sur le plan pénal, je partage ce que vous avez dit, madame. Effectivement, il y a un recul des garanties dans les équilibres de la procédure d'enquête. Il y a un moindre contrôle des magistrats sur les enquêtes, puisqu'on supprime un certain nombre de jalons dans lesquels, effectivement, les services de police, de gendarmerie doivent téléphoner aux magistrats du parquet, par exemple, pour avoir une autorisation pour faire tel ou tel acte. Ça prend du temps, on n'a pas le temps. Le parquet est surchargé, supprimons ça, comme ça, effectivement, le parquet pourra traiter plus d'affaires. Mais qu'est-ce qu'on supprime en supprimant ça? Ce sont des garanties, ce sont des autorisations d'un magistrat qui est garant, aux yeux de la Constitution, des libertés individuelles. Donc c'est problématique. Par ailleurs, on donne au parquet un rôle de plus en plus important pour traiter les procédures. La volonté sur le plan pénal, pour le coup, ce n'est pas de dissuader finalement, de faire baisser les contentieux qui peuvent arriver au tribunal. Il n'y a pas de dépénalisation. On peut par exemple se dire qu'un projet de réforme de la justice peut être l'occasion de poser la question notamment de la pénalisation de l'usage de stupéfiants, où il y a d'autres sujets comme celui-là qui pourraient être éventuellement abordés, mais ce n'est pas par ce prisme-là, pour le coup, qu'on aborde la justice pénale. Il faut traiter tous les flux, toutes les procédures, il faut apporter une réponse à chacune, ça c'est l'objectif. Et pour le coup, comment on fait quand on n'a pas suffisamment de magistrats pour juger à l'audience tous ces dossiers-là? Eh bien, on décide de faire des procédures simplifiées, où c'est le parquet finalement qui prend des décisions, qui peuvent être homologuées éventuellement par des magistrats du siège, mais sans audience, sans débat judiciaire, et on y perd forcément en qualité de la décision judiciaire. Il y a donc un certain nombre de procédures simplifiées qui ont été introduites au fil des années depuis 15 ans, 10 ans, comme le plaidé coupable, comme la composition pénale, comme l'ordonnance pénale, dont on ouvre les vannes, ce qui devait au départ servir pour dégager un petit peu du temps d'audience devient finalement une voie habituelle et normale de traitement des contentieux. On fait de l'amende forfaitaire délictuelle où là, tout simplement, c'est le policier qui va remettre la même amende à tout le monde, quels que soient les revenus de la personne, quelle que soit effectivement sa situation personnelle, sans même qu'un procureur ou un magistrat du siège vienne mettre son nez là-dedans.
Et puis, comme vous le disiez, pour l'audience, eh bien, au lieu que 3 magistrats professionnels avec un débat entre eux qui permet d'avoir une décision de qualité examinent les dossiers, on ouvre considérablement les procédures à juge unique et pour la première fois, ça c'est vraiment un peu un tabou qui est brisé, on le fait aussi en appel. Donc les gens qui avant, en première instance, éventuellement étaient jugés par un magistrat tout seul, savaient qu'au moins s'ils faisaient appel, leur cas pouvait être examiné par 3 magistrats. Ça, c'est pour le projet du gouvernement, c'est vraiment extrêmement choquant. Alors, je voulais revenir sur le plan pénal, sur un point que vous évoquiez en introduction, puisque vous parliez d'un consensus sur la Cour de tribunal criminel. Donc, au syndicat de la magistrature, on est absolument défavorable à cette mesure, de même que les avocats sont extrêmement défavorables à cette mesure. Il nous semble qu'on applique la même logique à la justice criminelle, à savoir une logique de rentabilité. On a effectivement des rôles de cour d'assises qui sont surchargés parce qu'il y a beaucoup d'affaires à juger et qu'on prend trop de temps pour les juger. Mais il nous semble que la justice criminelle, c'est la justice où on est certain qu'on ne pourra pas faire de l'abattage. Parce que au tribunal correctionnel, les magistrats qui ont à cœur de ne pas renvoyer les dossiers ad vitam aeternam, ils jugent les affaires, ils les prennent jusqu'à minuit, ils les jugent en trop peu de temps, ils ont des débats qui durent 1 heure ou 2 heures sur des affaires qui mériteraient peut-être plus, parce qu'ils veulent faire leur travail et ils veulent évidemment prendre les décisions qu'on attend qu'ils prennent. Donc on peut toujours pressuriser un magistrat professionnel. À l'audience, on va faire un examen très rapide des faits, on ne va pas reprendre tout depuis le début, et on va se dépêcher, et puis on va juger, quand on correctionnalise par exemple une affaire de viol, on peut juger 3 affaires de viol correctionnalisées dans une après-midi. Aux assises, ça c'est impossible, parce que les jurés ne sont pas des magistrats professionnels. On doit rejouer devant eux l'ensemble des débats, l'ensemble des éléments qu'on a dans le dossier, entendre les témoins, prendre le temps d'entendre la partie civile, l'accusé, et le juré se fait son avis, non pas en lisant un dossier parce qu'il n'est pas formé pour ça, mais parce qu'il entend tout ce qui se passe devant lui. Donc l'audience, il y a forcément un débat judiciaire de qualité qui s'instaure, il y a forcément du temps qui est pris, et on ne juge jamais une affaire en moins d'une journée. Bien sûr, il y a des affaires qui sont plus longues, mais voilà, ça signifie que des affaires qui, aux assises, prennent 1 jour ou 2 jours de débat judiciaire, on peut les traiter 3 par après-midi quand on les correctionnalise au tribunal de correction. Donc nous, on ne souhaite pas que cette justice-là, qui est un peu le dernier rempart en fait, d'une justice de qualité qui concerne les affaires les plus graves, puisse être elle aussi mise à mal. D'autant plus qu'il nous semble que cette rencontre entre les jurés populaires et les magistrats professionnels à l'occasion du jugement de ces affaires criminelles, c'est quelque chose d'important aussi pour montrer, donner à voir à des citoyens comment fonctionne la justice, qu'est-ce que c'est que juger, qu'est-ce que ça représente. Et je pense que ça participe vraiment à quelque sorte, comme c'est quelque chose dont on manque cruellement de manière générale, à une sorte d'éducation citoyenne sur cette fonction qui souvent est mal comprise et méconnue, etc. Donc là-dessus, on est absolument défavorable à cette expérimentation. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour le moment, parce qu'il y a déjà pas mal de choses, même s'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Oui, merci. Ce ne sera plus une justice humaine. Hein. C'est une justice déshumanisée, ouais. Et d'ailleurs il y a d'autres dispositions comme par exemple l'extension des possibilités de juger les gens par visio, c'est-à-dire derrière un écran. Il y a énormément de choses effectivement dans lesquelles on s'embarrasserait tellement l'humanité de la justice. Ouais. Alors nos concitoyens, je pense qu'ils n'ont pas conscience de la nature, de l'ampleur des transformations, des changements que cette loi va produire sur la relation entre les justiciables, les citoyens et l'institution, puisqu'on les éloigne des juges, et puis d'un point de vue civique et politique, puisqu'il me semble-t-il que les juges, ils jouent aussi un rôle social, un rôle civique, un rôle citoyen. Dans la rencontre avec le justiciable, ils se sont reconnus, ils se sont considérés, quand bien même quelquefois la décision ne lui est pas favorable, en tout état de cause, il reconnaît dans l'institution judiciaire quelque chose qui lui semble important, surtout dans le contexte de crise civique, de crise politique aujourd'hui, parce que quand bien même on peut décrier l'institution judiciaire, elle reste quelque chose de très fort, de très puissant dans notre organisation, dans notre ordre politique. Alors, Anis Abri-Le-Baron, avocat au barreau de Paris, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Les intérêts catégoriels, tu les défends, n'est-ce pas?
intérêt catégoriel. On a eu le plaisir d'entendre le Conseil national des barreaux qui nous a fait part effectivement des nombreuses réserves qui étaient partagées par la profession, par l'avocature sur ce projet de loi. Et effectivement, d'une manière générale, on voit la régression en matière de défense des libertés publiques, des libertés fondamentales, et c'est des points sur lesquels véritablement il est important d'expliquer le bien fondé des principes sur lesquels on revient et qui participent de la tradition et de la France, enfin, de notre droit pénal tel qu'il a été pensé à l'origine. Il est très important, notamment effectivement l'accroissement des pouvoirs du parquet avec l'absence de contre-pouvoir pour l'avocat pour discuter certaines décisions qui seraient prises, notamment en matière d'enquête, effectivement sur des moyens d'écoute, de géolocalisation, mais également sur la marginalisation en fait, du rôle du juge d'instruction dans le cadre de l'enquête pénale. Ce sont des points qui posent véritablement question. Puis effectivement sur le plan civil, le rôle, là je reviens vraiment sur ce point-là parce que pour les plus démunis, les plus faibles, notamment en matière de révision de pensions alimentaires, le rôle et les pouvoirs conférés aux responsables d'URSSAF pour cette révision. Je pense également, je partage véritablement cette préoccupation sur cette juridiction spécialisée en matière d'injonction de payer, puisque ma spécialité, je ne suis pas forcément en vocation à le faire, mais en tant qu'avocat, on est amené à aider parfois les plus démunis. Et mon expérience des audiences de tribunal d'instance en matière de surendettement, on se rend compte à quel degré de gravité peut atteindre des situations de surendettement avec effectivement des sociétés de crédit qui utilisent toutes les voies de droit pour essayer de recouvrir leurs créances au détriment des intérêts des plus faibles. C'est une certitude. Moi, je voudrais revenir sur un autre aspect du texte qui a été remis en question par le Sénat, qui est la réécriture de l'échelle des peines, parce que souvent on parlait de la nécessité de bien se faire comprendre sur tous ces sujets techniques, effectivement, mais les sujets de justice sont toujours débattus, exploités dans la presse sous l'angle des peines prononcées à l'occasion de faits divers qui peuvent souvent choquer l'opinion publique, et l'habitude qu'on a pris également d'aborder les questions de justice sous l'angle justice-sécurité. Et donc c'est dans ce contexte que s'inscrit cette réécriture de l'échelle des peines qui prévoit précisément de l'interdiction des peines d'emprisonnement pour toutes les peines inférieures à 1 mois et de prévoir des mesures de placement avec des mesures de liberté surveillée ou de bracelet électronique pour des peines entre 1 et 6 mois. Je voulais avoir votre sentiment précisément sur ce point-là, sur voilà, le procès en laxisme parfois qui est instruit contre l'institution judiciaire, voire la magistrature. Et est-ce que, selon vous, dans votre expérience, est-ce que cette réécriture de l'échelle des peines est nécessaire? Parce que l'objectif poursuivi étant bien celui de l'efficacité de la sanction en l'espèce pénale, est-ce que ça permettra effectivement, eh bien, puisque la prison est souvent le lieu où les situations, les parcours de délinquance s'aggravent, est-ce que cette réécriture de l'échelle des peines va permettre précisément d'éloigner pour les primo-délinquants ou des personnes qui peut-être récidivent, mais néanmoins sur des délits d'une gravité pas très alarmante, est-ce que ça peut permettre précisément d'appréhender cette situation? Au contraire, est-ce que précisément ce serait un laxisme qui préjudicierait à l'exemplarité de la peine, à ce que précisément des expériences délinquantes ne soient pas réitérées et que par conséquent on puisse prendre le mal à la source entre guillemets? Oui, j'ai du mal à comprendre ce procès en laxisme contre la justice, alors qu'il n'y a jamais eu autant de détenus qu'actuellement. Tout le monde nous parle de surpopulation carcérale. C'est vrai, on bat des records dans ce domaine-là. Et en même temps, pour reprendre une expression à la mode, en même temps, on vient dire que la justice ne sanctionne pas suffisamment sévèrement. Bon. Donc, ça, c'est plus de la démagogie qu'autre chose. J'allais dire, c'est de la politique, et nous, Union syndicale des magistrats, nous sommes une organisation apolitique, et donc on ne va pas prendre position dans ce débat-là, si ce n'est pour dire que c'est de la démagogie. Sur ce qui est de l'échelle des peines, il y a une réforme majeure à faire, c'est de faire en sorte que l'emprisonnement ne soit pas la peine de référence. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une réponse pénale qui va faciliter ou
encourager la réinsertion de la personne qui a commis une infraction. Dans un certain nombre de cas, il est vrai que l'enfermement va être nécessaire pendant un certain temps pour prévoir ensuite une réinsertion, mais on peut l'espérer que dans la plupart des cas, on pourra éviter cet enfermement qui n'est pas une fin en soi, mais pour ça, là aussi, il faut des moyens. Le projet nous parle d'aménagement ab initio, hein, c'est-à-dire que c'est la juridiction, lorsqu'elle va prononcer des peines qui sont soit inférieures à 6 mois, soit jusqu'à 1 an d'emprisonnement, doit prononcer un aménagement ab initio. Alors ça, c'est pas une nouveauté, parce que depuis la loi pénitentiaire de 2009, c'est déjà le principe de l'aménagement, et c'est même jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Sauf qu'il est vrai que les juridictions ne prononcent pas, ou très rarement, d'aménagement ab initio, parce qu'ils n'ont pas les éléments pour le faire. Et pour avoir les éléments, il faut bien que quelqu'un les apporte. Et il y a peu de chances pour que ce soit, pour le coup, la défense, parce que la défense va essayer plutôt d'éviter l'emprisonnement que d'obtenir un aménagement. C'est donc au service de pénitentiaire d'insertion et de probation, les SPIP, qui doivent apporter des éléments. Actuellement, ils les apportent au juge d'application des peines, mais ce qu'on déplore dans ce projet, c'est l'amoindrissement, voire la quasi-suppression du juge d'application des peines, notamment dans certaines juridictions, puisque le projet prévoit expressément qu'il n'y aurait plus de juge d'application des peines dans toutes les juridictions. Comme si le juge d'application des peines n'aurait de compétences que là où il y a un établissement pénitentiaire. Non, non. Au contraire, il doit être au plus près des justiciables qui ne vont pas avoir à faire des centaines de kilomètres pour aller voir leur juge, parce que sinon ils n'iront pas, parce que c'est une population qui est particulièrement défavorisée et pour lesquels les efforts sont toujours plus difficiles à surmonter que pour d'autres. Donc là encore, c'est un volet de la réforme que nous combattons absolument, même si nous, USN, et vous avez invité 2 magistrats, on ne peut pas être d'accord sur tout, même si on est d'accord sur un certain nombre de choses. L'Union syndicale des magistrats, elle est favorable à l'expérimentation du tribunal criminel départemental. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez développer? Juste si quelqu'un peut nous parler des algorithmes. Oui, et oui. Voilà, juste un mot pour que... voilà. Est-ce que je peux dire juste un mot sur le volet sur le volet juste un mot et rapidement, pour dire que pour nous, le volet peine du projet, c'est véritablement une escroquerie en fait. Entre la façon dont le projet est décrit et la réalité des mesures, il y a vraiment un hiatus très important. On parle du fait de favoriser les alternatives à l'emprisonnement, mais les mesures concrètement qui figurent dans ce texte, pour nous, vont plutôt favoriser l'emprisonnement. En fait, on dit qu'il faut que ce soit le tribunal qui prévoit des aménagements de peine ab initio. Comme le disait mon collègue, le tribunal n'a pas les outils pour pouvoir le faire, parce qu'il n'a pas la connaissance suffisante de la situation personnelle des justiciables lors des audiences, surtout que souvent, c'est la procédure de comparution immédiate, donc une procédure dans laquelle on n'a pas beaucoup le temps pour amasser les éléments de personnalité du prévenu. Donc le tribunal ne prononcera pas davantage d'aménagement. En revanche, en bout de course, on supprime non seulement, comme le disait mon collègue, il y a des juges d'application des peines qui sont apparemment voués à disparaître, puisqu'on a dit dans le projet de loi, il est indiqué que seul un juge d'application des peines devra exister par département dans un des tribunaux du département. Donc il y en a certains endroits où il n'y en aura plus. Mais en plus, on réduit la durée de peine que le juge d'application des peines peut aménager. Donc pour nous, ce projet va mener à une explosion carcérale et pas à une diminution. Et effectivement, il conviendrait qu'un certain nombre de délits ne soient pas définis par référence à une peine d'emprisonnement, mais par référence à d'autres peines. Il y a des délits pour lesquels on n'est pas obligé de prévoir une peine d'emprisonnement. Et puis, il faut d'autres mesures comme nous, on avait proposé, et aussi l'association des juges d'application des peines l'avait fait, une césure du procès pénal pour que lorsque le tribunal envisage de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, il soit obligé de renvoyer l'affaire pour avoir des investigations complémentaires sur la personnalité du prévenu, justement pour avoir le temps
les éléments pour pouvoir éventuellement aménager les peines à l'initiation. Ça n'a pas du tout été retenu, alors que c'est une mesure qui a déjà été aussi dans des rapports précédents, notamment le rapport Cotte. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour privilégier d'autres peine que la peine d'emprisonnement qui souvent, en fait, quand elle est courte, ne fait que désinsérer davantage les personnes et pas du tout permettre effectivement l'absence de récidive. Malheureusement, ces mesures, elles n'ont pas été décidées dans ce projet et au contraire, ce sont des mesures qui vont pour nous favoriser l'emprisonnement. Merci. Je vais dire quelques mots tout à l'heure sur la question des algorithmes, mais vous m'aviez posé une question en tant que maire, comment je réagis par rapport à ce projet. Alors c'est vrai que la justice n'est pas forcément la première priorité des élus locaux, puisque ce n'est pas la compétence des élus locaux. Néanmoins, ce qui se passe ne peut pas nous laisser indifférents et globalement, les maires sont plutôt inquiets de ce projet, comme d'autres projets d'ailleurs, en ce sens où ils sont marqués par l'idée de métropolisation, de regroupement, de rationalisation, comme ça s'est dit, marqués par l'économie, la notion budgétaire avant tout. Or, s'il y a bien un domaine dans lequel il faut prendre de la distance avec la contrainte budgétaire, c'est bien le domaine de la justice. La justice a un prix et si nous voulons rester des démocraties, nous devons assumer ce prix. Et c'est vrai qu'en France, ça n'a jamais été vraiment accepté. Alors, en matière d'organisation de la justice, nous, les élus locaux, nous pensons que la priorité, ça a déjà été dit, c'est l'intérêt du justiciable. Et c'est notamment l'accès à la justice. Et quand je dis l'accès, c'est pas seulement la possibilité de déposer une plainte ou de porter son dossier devant un juge, c'est tout simplement parfois l'éloignement géographique. C'est-à-dire que l'éloignement géographique, dès lors qu'il y a une suppression de juridiction dans beaucoup de territoires, eh bien, crée une inégalité qui n'est pas acceptable. Car tous les Français, toutes les personnes qui vivent en France doivent pouvoir accéder à la justice dans les mêmes conditions, quand bien même elles habiteraient dans des zones qui sont peu peuplées. Donc c'est ça notre grosse préoccupation. Mais ce projet de loi fait partie d'une approche qui est plus globale, et en particulier de la part du pouvoir central actuel, et qui consiste à dire regroupons tout, nous dépenserons moins. C'est la même chose en matière de santé, avec le peu de considération pour les hôpitaux locaux, pour tout ce qui n'est pas CHU. Je pourrais prendre bien d'autres exemples. Sur les algorithmes, donc sujet complètement différent, évoqué par Sophie Joissains tout à l'heure. Elle prenait l'exemple de cet article du projet de loi qui prévoit une procédure nationalisée des injonctions de payer, c'est-à-dire que tout se traiterait en ligne et tout serait regroupé. Et on nous ferait croire que 3 ou 5 magistrats, vous avez dit 4, pour toute la France, pourraient traiter ces contentieux-là. Alors, je sais bien qu'on est à l'époque de l'intelligence artificielle et que certains croient en la toute-puissance de la machine. Moi, j'ai la faiblesse de penser qu'en matière de justice, l'opinion humaine, l'opinion du juge, reste primordiale. Ce n'est pas possible. On peut utiliser les nouvelles techniques numériques, la digitalisation, peut-être comme moyen pour la justice, mais en aucun cas, ça ne peut être l'ordinateur qui rend la justice. C'est absolument impossible et en contradiction complète avec notre principe d'individualisation des peines et de traitement individualisé de chaque contentieux. Alors, c'est aussi l'idée qui est développée par certains, et que je réprouve, on n'a pas besoin du juge pour beaucoup de choses, et que finalement, en utilisant l'ordinateur, en utilisant les nouvelles techniques, eh bien, non seulement on fait l'économie budgétaire d'un juge, mais on a un empêcheur de tourner en rond en moins. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Le juge, c'est vrai, prend du temps. En plus, en France, je ne dis pas ça parce que nous avons 2 invités qui sont magistrats, mais on a des magistrats dont la compétence, globalement, n'est pas contestée. Il n'y a pas de remise en cause de la compétence des juges. Donc, gardons nos juges, même s'ils utilisent des moyens modernes. Alors,
juste apporter un petit... Oui. En fait, sauf si on n'a plus le temps, c'est vrai que c'est aussi dans le cadre de ce qu'évoquait mon collègue, c'est le fait qu'on va confier ces mesures de médiation obligatoires à des sociétés qui utilisent les algorithmes, qui utiliseront les algorithmes. Oui. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont s'adresser à ces sociétés. Bon, déjà, ce sera sans doute payant. Juste une précision, plus que la médiation, on leur soumet des conflits, des litiges. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut donner la décision définitive. Il faut être très près. Voilà. Oui, mais on sauf que- soumet nos litiges à des plateformes numériques. Voilà, pour que éventuellement elles puissent, ces sociétés vont dire, là, nous on a analysé la jurisprudence avec des algorithmes, vous avez tant de chances de perdre, de gagner, etc. Puis comme ça, les gens sont amenés à transiger et à ne pas saisir le juge. Alors, bon, déjà c'est problématique parce qu'on sait très bien que la manière dont les algorithmes vont gérer ces données, on peut en faire un peu ce qu'on veut, évidemment, selon la façon dont on y rentre, les biais qu'on introduit, etc. Mais deuxièmement, c'est aussi un frein à l'évolution de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'une fois que le droit il évolue sans cesse, la Cour de cassation elle change sa jurisprudence au fur et à mesure de l'évolution de la société, c'est bien l'intérêt d'avoir une justice effectivement humaine. Si à chaque fois vous avez un algorithme qui vous dit d'habitude on fait ça, on continuera à faire ça, à faire ça, à faire ça toujours. Donc on reste bloqué sur la même jurisprudence pour toutes les années qui viennent, ce qui est quand même un gros... Il n'y aura pas de revirement de jurisprudence. Voilà. Donc je pense aussi que beaucoup de nos concitoyens ignorent cette disposition qui, si elle est votée par l'Assemblée nationale, demain vous confierez votre problème, votre litige à une plateforme numérique, un nouveau juge. Voilà. Je voulais intervenir sur ce point de la conciliation et de la médiation avant tout litige. C'est un point qui a été introduit il y a plusieurs années déjà en matière civile où dorénavant dans les litiges notamment commerciaux, on doit justifier d'initiatives prises pour tenter de rapprocher les positions des différentes parties. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'essor de ces outils digitaux peut laisser craindre beaucoup de dérives sur effectivement la manière dont notamment derrière les assurances avec les mécanismes d'assistance juridique vont en réalité orienter les litiges et donc considérer qu'il ne faut pas entrer en voie de contentieux, mais en réalité préconiser une transaction et par conséquent l'assuré n'aura pas d'autre option que de l'accepter et donc ne sera pas dans une situation où véritablement il pourra faire valoir ses droits. C'est un point que les avocats, sur lequel également les avocats sont arc-boutés et c'est un point de vigilance extrême. Un peu par digression, je voulais revenir sur un autre sujet, parce qu'on a évoqué la place du parquet, du juge d'instruction. Ce n'est pas évoqué par ce texte, ça a été évoqué dans le projet de loi constitutionnelle sur le président Macron ayant réaffirmé son vœu de voir le lien maintenu entre l'exécutif et le parquet. J'aurais aimé avoir votre position sur ce sujet-là aussi. Est-ce que, en fait, sous notamment le jour presque de la CEDH qui a condamné la France et effectivement le modèle français de non-dépendance, parce que c'est pas réellement une dépendance du parquet, mais une non-indépendance, quoi. Est-ce que la France est, entre guillemets, condamnée à couper le lien précisément et à parvenir à cette situation d'indépendance avérée? La CEDH, qui est la Commission européenne sur les questions de justice, a noté que la France faisait partie d'un petit tiers d'États au sein de l'Union européenne qui conservait ce lien entre le parquet et l'exécutif. Est-ce que finalement on doit aussi remettre sur le haut de la pile ce débat à l'occasion du réexamen du projet de loi constitutionnelle? Et est-ce que c'est également à l'occasion de l'examen du projet de loi et du rôle qui sera dévolu au parquet et au juge d'instruction un sujet qui doit être abordé? Oui, ça c'est un sujet que j'ai particulièrement à cœur sur le statut du parquet. L'USM a présenté une QPC, qui est question prioritaire de constitutionnalité, pour contester une phrase du statut des magistrats du parquet. L'article 5 de l'ordonnance de statut de magistrat dit que les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et pour cette raison, l'USM a contesté cette notion en estimant que c'était inconstitutionnel et que les magistrats du parquet faisaient partie de l'autorité judiciaire, que l'autorité judiciaire était constitutionnellement indépendante.
Et le Conseil constitutionnel nous a répondu que non, il n'y avait pas de difficulté constitutionnelle en l'état de la Constitution et de la tradition française du parquet. On pouvait prévoir que les magistrats du parquet sont sous l'autorité du garde des Sceaux. Donc nous pensions qu'à l'occasion de la réforme constitutionnelle qui se présageait, et qu'on pouvait demander que ce texte soit modifié et qu'on ait une véritable indépendance du parquet. Que nenni, le projet de réforme constitutionnelle qui a d'abord commencé à être évoqué à l'Assemblée nationale au mois de juillet avant d'être retiré. On nous dit que ça va revenir, nous l'espérons. Mais en tout cas, le projet de réforme ne met pas du tout les magistrats du parquet à l'abri, bien au contraire, de l'autorité du garde des Sceaux. Et là où le pouvoir exécutif a aussi un pouvoir important à l'égard du parquet, c'est sur la nomination des procureurs. On en a vu l'exemple très récemment avec la nomination du procureur de la République de Paris, où manifestement c'est le président de la République lui-même qui est intervenu pour choisir le procureur et écarter ceux qu'il espérait ou pensait ne pas être, je sais pas, digne ou suffisamment proche de lui pour devenir procureur de la République. Alors après, on vient nous dire que la loi interdit les instructions dans les affaires individuelles, l'instruction du garde des Sceaux à l'égard du procureur. C'est vrai depuis 2013. Mais pour autant, on ne peut pas s'étonner que le soupçon de dépendance du magistrat du parquet à l'égard du pouvoir exécutif subsiste dès lors que le statut du magistrat du parquet est ce qu'il est. Par ailleurs, la discipline des magistrats du parquet relève absolument du garde des Sceaux. Le Conseil supérieur de la magistrature ne donne qu'un avis que le garde des Sceaux n'est même pas obligé de suivre. Donc le garde des Sceaux est celui qui enquête, qui poursuit et qui ensuite prend la décision et qui l'exécute. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait voir nulle part ailleurs, et pourtant c'est le statut des magistrats du parquet. Donc l'USM demande fortement une réforme du statut des magistrats du parquet. Et d'ailleurs, l'augmentation des pouvoirs du parquet, tel que le prévoit le projet de loi, ne peut se concevoir sans une réforme essentielle du statut du parquet. Pour compléter, je suis d'accord avec ce qu'il avait dit, on a effectivement, on porte ce combat, les syndicats de magistrats portent ce combat sur l'indépendance de la justice. C'est sûr que c'est encore une manière d'affaiblir finalement la justice et qu'elle ne puisse pas jouer son rôle en démocratie, et c'est extrêmement problématique parce qu'effectivement on n'a jamais coupé ce lien entre l'exécutif et le procureur de la République, donc ça met la justice à la merci du soupçon à chaque fois qu'il y a une affaire, notamment quand les responsables politiques sont mis en cause, on crie toujours au complot parce que la justice aurait été manipulée par le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, etc. Et donc ce soupçon, il atteint finalement l'image de la justice aux yeux des citoyens, et dans les équilibres démocratiques, il est absolument nécessaire que les citoyens aient confiance en leur justice. Donc c'est vraiment une réforme qui est qu'on demande et qui est absolument nécessaire. La réforme constitutionnelle qui est prévue en l'état, c'est une réforme qui est extrêmement minimaliste et qui n'est pas suffisante. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature et non pas le pouvoir exécutif qui nomme l'ensemble des magistrats, que ce soit du parquet ou du siège, qu'il ait l'initiative de cette nomination. Pour l'instant, c'est le garde des Sceaux qui nomme les magistrats, qui va, entre plusieurs noms, choisir des profils comparables, par exemple, de personnes, choisir le nom parmi les 10 noms, qu'elle va effectivement sortir du lot, et la garde des magistrats dépend effectivement du garde des Sceaux. Même s'il y a un avis du CSM qui est conforme pour les magistrats du siège et simple pour les magistrats du parquet. Ça, ce n'est pas remis en cause dans le projet de réforme constitutionnelle, donc ce sera un projet totalement à minima qui n'améliorera pas les choses. Et par ailleurs, il y a d'autres dispositions qui ne sont même pas de nature constitutionnelle qui devraient évoluer. Mon collègue a cité effectivement ce statut qui prévoit l'autorité, qui pose l'autorité du garde des Sceaux sur les magistrats du parquet, qui devrait être supprimé. Et il y a aussi les remontées d'informations qui sont permises par la loi, qui font que le garde des Sceaux est informé de l'ensemble des enquêtes pénales en cours, qui, là aussi, nourrissent le soupçon. Il n'y a pas besoin pour que le gouvernement décide d'une politique pénale générale, que la garde des Sceaux soit informée de l'ensemble des affaires particulières
qui sont appelées sensibles et qui en fait sont les affaires qui touchent des personnalités publiques, politiques ou des affaires qui ont un retentissement médiatique. Ce n'est pas nécessaire, ça n'entre pas dans les prérogatives de la garde des Sceaux d'avoir cette connaissance pour pouvoir définir une politique pénale. Donc à chaque fois on nous remet cet argument selon lequel le gouvernement doit pouvoir à travers la nomination des procureurs, à travers la remontée d'informations, conduire la politique pénale. Or, il n'y a pas de rapport entre la nomination des procureurs et le fait qu'ils vont appliquer une politique pénale. Les magistrats, pourquoi ils appliquent les lois? Pourquoi ils appliquent les textes et les circulaires et la politique pénale générale? Ils sont magistrats et que c'est dans leur statut de respecter les lois. C'est pas parce qu'on va nommer telle personne qu'on estime peut-être plus proche, plus en ligne et à l'aise, comme dit notre président de la République, enfin plutôt notre Premier ministre, que les magistrats vont appliquer la politique pénale. Donc il y a réellement la nécessité d'avoir une coupure franche et nette pour que la justice ne soit plus mise en cause dans l'esprit des citoyens et que la confiance en la justice soit restaurée. Alors moi je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, je suis pour l'indépendance totale de la magistrature, ça me paraît une garantie de démocratie, une garantie d'indépendance. Mais je dirais que depuis Montesquieu, il y a toujours cette crainte du gouvernement des juges. Et en même temps, ce qui est mis en avant bien souvent, c'est l'absence de responsabilité des magistrats. J'aurais voulu avoir votre sentiment. L'absence de responsabilité des magistrats, alors... Gouvernement des juges, l'absence de responsabilité. Oui, alors le gouvernement des juges appliquent la loi, donc il n'y a pas le gouvernement des juges. Sur la responsabilité des magistrats, ils répondent effectivement des actes qu'ils peuvent commettre s'ils sont en dehors des obligations déontologiques dans une instance disciplinaire, dans laquelle d'ailleurs il y a une majorité, et c'est quelque chose d'assez... qui ne se retrouve pas dans toutes les professions, de membres extérieurs à la magistrature, enfin une égalité stricte, on va dire, entre les deux. Dans l'instance que constitue le Conseil supérieur de la magistrature, il y a une majorité de membres extérieurs, et quand il statue au disciplinaire, normalement, c'est une égalité entre les membres élus magistrats et les membres extérieurs à la magistrature. Donc on a un regard, effectivement, d'une instance qui est composée d'autres que des magistrats. Après, que des actes de magistrats en juridiction parfois puissent ne pas faire l'objet de ces poursuites disciplinaires, ça c'est une autre question. Ça c'est lié à la difficulté sans doute de gestion par les chefs de juridiction des ressources humaines qui font qu'un certain nombre de choses effectivement ne vont pas arriver à la connaissance du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a une réflexion sans doute à avoir là-dessus. Mais enfin, c'est bien indépendant de la question du gouvernement des juges. Le gouvernement des juges, c'est les juges qui finalement vont prendre le pouvoir. Les juges, et c'est bien justement pour ça que nous, on est attachés à ce qu'il y ait des garanties dans les textes, aussi bien en matière pénale que dans ce qui régit la matière civile, c'est que s'il y a des garanties procédurales, la qualité de la justice rendue, elle ne dépend pas du bon vouloir des uns et des autres. Elle dépend, il y a des garanties qui permettent un équilibre de la procédure qui fait que les juges, évidemment, ne vont pas pouvoir aller au-delà de ce qui est prévu par la loi. Et quand on supprime ces garanties, là, effectivement, on peut mettre en danger les libertés fondamentales, etc. Donc là, on est dans un mauvais calcul, c'est-à-dire on a tendance plutôt à supprimer ces garanties qui sont fondamentales pour les citoyens. Et par contre, on ne donne pas l'indépendance à la justice sous le prétexte un peu fumeux de cette question du gouvernement des juges. Il est tout à fait faux de dire que les juges sont irresponsables. Il y a tous les domaines de responsabilité. Non, mais c'est pas ce que vous dites, mais certains le disent. Et il y a des magistrats qui sont poursuivis, même pénalement, s'ils commettent une infraction pénale dans l'exercice de leur fonction. Eh bien, il y a des magistrats qui ont déjà été condamnés, par exemple pour des faits de corruption, c'est arrivé. Donc il y a des poursuites disciplinaires régulièrement. Alors, on va nous dire, il n'y en a pas tous les jours, d'abord parce que nous sommes un corps de magistrats qui a été formé dans le respect de la loi et dont la mission est de respecter la loi. Et évidemment, la première chose à faire, c'est précisément de prendre ces décisions en prenant en compte toutes les considérations qu'il y a lieu de faire. Le respect de la loi est le principe même de la fonction de magistrat. Mais il y a des magistrats qui sont poursuivis disciplinairement, qui sont sanctionnés, et il y a un peu plus de 8400 magistrats en France,
Et il y en a quelques dizaines qui sont sanctionnées chaque année. Très bien. Je crois qu'on est arrivé au terme, j'allais dire, de cette émission. Je crois que là, il y a un tas de sujets, il faut qu'on pourrait repartir sur d'autres émissions. Je remercie Katia Dubreuil, qui est présidente du syndicat de la magistrature, parce que tout à l'heure, j'ai fait très vite pour montrer, j'ai oublié de vous présenter. Françoise Oqueto, qui est maire de Laval et ancien sénateur très impliqué dans la vie politique de l'UDI. Sophie Joissin, qui est sénatrice, vice-présidente à la région PACA et très impliquée aussi dans la vie de notre formation politique. Jackie Coulant de l'Union syndicale des magistrats et mon ami Anis Sabri Le Baron, avocat au barreau de Paris, qui est en charge de la justice avec moi à l'UDI. Et si vous me permettez, je vais conclure en quelques mots, je vais être très bref. Première chose, j'invite tout le monde à suivre les débats à l'Assemblée nationale et même ceux du Sénat. Voilà, ils sont filmés, on voit les arguments que développe la garde des Sceaux. Bon, je ne vais pas reprendre la discussion sur l'injonction de payer, mais elle donne une réponse très, très pratique. Ça, c'est la première chose. Et puis la justice, c'est qu'un jour ou l'autre, elle peut nous rattraper. Nous sommes des êtres humains. Si elle ne nous rattrape pas, nous, à titre individuel, elle peut rattraper un de nos proches, un de nos amis, un de nos voisins. Et à tout moment, nous pouvons être concernés. Et donc, c'est intéressant quand même de suivre voilà, la justice, le droit. Donc, il faut qu'elle soit humaine. Il faut qu'elle, bien sûr, ben oui. Et je vais terminer par ça. Mais quoi qu'on en dise, la justice française, c'est une justice qui continue à fonctionner bien et à défendre, c'est ça comment dirais-je, qui symbolise notre modèle de société, au sens civique, au sens politique, au sens culturel, en termes de modèle, parce que quand vous êtes face à des gens qui dénigrent notre modèle politique, notre modèle social, culturel, ou tout ce que vous voulez, on leur dit très gentiment, d'accord, mais donnez-nous un modèle plus attractif que le nôtre, nous sommes preneurs. Et quand vous regardez dans les pays qui nous sont voisins, et même un peu plus loin, c'est des régimes autoritaires, la justice, ben, elle est ce qu'elle est, vous le savez. Et donc nous, on a la chance d'avoir une justice qui peut poursuivre aussi les puissants. Ça veut dire que les justiciables se disent, non, il y a quelque chose de l'ordre de l'égalité devant la loi, devant la justice, et c'est très important, symboliquement, politiquement, dans un monde où notre modèle est décrié, il est critiqué. Ben, quand vous êtes face à des jeunes ou moins jeunes, ben, vous leur servez cet argument. Et cet argument, il est imparable, il est très puissant, hein, croyez-moi. Et moi qui ai l'habitude d'aller à la rencontre des jeunes et moins jeunes, ben c'est un des arguments que je leur sers. Et je peux vous dire que là, ben, leur modèle qu'ils promeuvent, ben, à ce moment-là, ils voient les limites. Donc, voilà, notre institution judiciaire, le rôle du juge, des avocats et de l'ensemble des professionnels, ben, il faut les soutenir, il faut les appuyer. Si on a une justice affaiblie, c'est notre démocratie qui est affaiblie, c'est notre modèle politique, culturel, social qui est affaibli. Les enjeux, voilà, sont considérables. Merci à vous tous. Je vois qu'il y a des avocats. Voilà, continuez à défendre le justiciable et au-delà notre société, notre modèle. Merci à vous tous.